Nous en arrivons à l'article 2 avec prise de parole sur article. Monsieur Daumézel pour le groupe socialiste. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je pense que tout le monde l'a compris, cet article est un des articles importants de ce projet de loi. En effet, il augmente la durée de cotisation et bien sûr, il cristallise les oppositions, surtout sur les bancs de nos assemblées. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on pouvait faire autrement? Alors, je pense qu'on est tous d'accord pour constater que le problème des régimes de retraite aujourd'hui, c'est leur financement, et la dégradation de ce financement résulte de 3 facteurs. Le premier, c'est l'augmentation régulière et heureuse de l'espérance de vie. Le deuxième, c'est l'arrivée à l'âge de cessation d'activité des générations nombreuses qu'on a coutume d'appeler issu du baby-boom. On dit quelquefois le papy-boom, mais pourquoi pas le mammy-boom. Et le troisième, pour une évolution structurelle, cette fois négative, de la productivité de l'économie. Je ne vais pas recommencer en détail ce que j'ai déjà dit lors de la discussion générale. Mais, comme vous le savez, je suis de ceux qui pensent que nous devons être fidèles à l'esprit et à la lettre de notre système par répartition créé à la Libération. Il y a plusieurs solutions pour permettre un rétablissement des comptes et donc un équilibre que nous recherchons. Il y en a 4. 4, c'est la diminution des pensions, on y reviendra par ailleurs, l'augmentation des cotisations, on y viendra également, je pense, le départ de l'âge de départ à la retraite reculé, et enfin la durée de cotisation. C'est de ça qu'il s'agit dans cet article 2. Il faut quand même noter que tous les âges de la vie se décalent de façon cohérente avec l'allongement de l'espérance de vie, ou en même temps que l'espérance de vie. L'âge de fin des études, l'entrée sur le marché du travail, de l'accès en logement, de la mise en couple, des naissances des enfants, de trouver un travail. Et il serait curieux que seul notre régime de retraite et la durée de cotisation ne tiennent pas compte de ces décalages. L'option, et j'ai dit lors de la discussion générale, que finalement, cette mesure dont le but est à terme d'avoir des recettes, ou du moins des recettes supplémentaires, eh bien, est aidée donc par cet allongement de la durée de vie. Et l'option prise par cet article, l'augmentation de la durée d'assurance, a été préférée à celle du recul de l'âge de départ. Nous l'avons déjà dit, tel que l'a initié la loi de 2010, ça avait été fait en 2010, puisqu'on est passé de 60 ans à 62 ans et de 65 à 67, parce que le projet, le gouvernement et nous aussi, considérons que c'est plus juste pour ceux qui sont entrés plus tôt dans le marché du travail. Et enfin, il faut le noter, ceci est important, c'est que contrairement à ce que les pratiques de l'ancien gouvernement, qui étaient pour mettre en place des mesures avec brutalité, immédiatement, là, eh bien, ce sera effectif pour les générations qui partiront à la retraite entre 2020 et 2035. Donc aucune brutalité, contrairement à ce qui s'est passé sous l'ancien gouvernement. Cette démarche a été préférée car elle se complète par un compte individuel de pénibilité
Ma chère collègue, vous pourrez toujours intervenir, m'interrompre, mais m'interrompre, c'est un peu désagréable. Allez-y, Donc, cher collègue, je vous en prie, cette poursuivez. Cette démarche a été préférée car elle se complète avec un compte individuel de pénibilité, des mesures pour les jeunes, pour les femmes, pour les personnes handicapées, mais aussi pour les aidants familiaux. La méthode a changé, elle s'attaque à toutes les inégalités structurelles. Le gouvernement a fait le choix d'un rééquilibrage social sans précédent dans l'histoire des réformes de retraite. Et si certains d'entre nous auraient quelquefois grief à l'encontre de cet article, que celui-ci soit considéré dans un ensemble plus vaste, c'est-à-dire une réforme juste, porteuse de progrès social et de droits nouveaux. Dans le contexte que nous connaissons, j'ajouterai aussi que c'est une réforme, Madame la Ministre, je le répète, je l'ai déjà dit, c'est une réforme qui sait dire la vérité, qui sait reconnaître la vérité et qui est courageuse. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. La parole à Madame Brigitte Gonthier-Maurin. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, à chaque étage de la fusée, salaire de référence, durée de cotisation, décote, les femmes sont et restent pénalisées. Pénalisées par un système des retraites pensé et conçu sur le modèle de l'homme soutien de famille à temps plein, sans interruption de carrière, comme l'a très bien résumé Christiane Marty de la Fondation Copernic, qui désavantage structurellement les femmes. C'est la raison pour laquelle des mécanismes de compensation, droits familiaux, assurance vieillesse des parents au foyer, pensions de réversion ont été progressivement aménagés. Leur montée en charge, combinée à la progression continue de l'activité des femmes sur le marché du travail, a permis une réduction lente mais progressive des inégalités. Mais cet élan a été contrarié et stoppé par les réformes successives menées depuis 20 ans, des réformes qui ont eu pour effet d'accentuer les inégalités. C'est le cas de la décote de 5% par année manquante par rapport à la durée validée exigée, étendue au secteur public en 2003. Elle pénalise plus fortement les femmes, en moyenne 12 trimestres manquants contre 9 pour les hommes. C'est le cas de l'allongement régulier de la durée de cotisation acté depuis 2003 au motif de l'allongement de l'espérance de vie. Un critère doublement pénalisant pour les femmes, du fait de la carrière globalement plus courte que les hommes et de pensions plus faibles, elles se trouvent obligées, du fait de la décote, de partir plus tard à la retraite. En cela, la réforme de 2012, en repoussant de 65 à 67 ans l'âge de départ à taux plein, a affecté une part bien plus importante de femmes que d'hommes. C'est le cas du passage en 1993 des 10 aux 25 meilleures années de carrière dans le régime général pour déterminer le salaire moyen de référence pour le calcul de la pension, qui pénalise aussi davantage les carrières courtes, donc les femmes. C'est le cas de l'indexation des salaires sur les prix et non plus sur les salaires, qui a eu pour conséquence d'appauvrir les retraités dont le taux de pauvreté est passé de 8,5% en 2004 à 10% en 2010. Les plus concernés, je vous le laisse deviner, sont les plus de 75 ans, population où les femmes isolées, notamment les veuves, sont surreprésentées. C'est le cas aussi de la réduction et de la modification de la MDA accordée au titre des enfants, entamée en 2003 dans le secteur public et poursuivie en 2010 par le régime général, qui a eu des conséquences très négatives pour les mères. Et la réforme a notamment pénalisé celles qui avaient choisi de poursuivre leur activité professionnelle. Parallèlement à tous ces effets négatifs, les dispositifs correctifs, le départ anticipé pour carrière longue, la surcote, le rachat de trimestres au titre des études bénéficient principalement aux hommes. On peut donc s'interroger très légitimement sur l'évolution à venir. L'aggravation prendra-t-elle le pas sur la réduction ? Les comportements s'adaptant pour intégrer et tenter d'amortir les effets des réformes, il est difficile d'avoir de l'optimisme, mais l'optimisme ne me semble pas de mise.
Lors de leur audition devant la délégation aux droits des femmes du Sénat, les responsables du COR, le Conseil d'orientation des retraites, ont affirmé que l'on ne pouvait attendre de résorption spontanée du différentiel entre hommes et femmes au regard des retraites à l'échéance des 30 à 40 prochaines années. De plus, une autre évolution intervient, celle du modèle de couple qui caractérise les nouvelles générations. Évolution qui verra la population des retraités composée non plus essentiellement de couples mariés ou de personnes veuves, mais de célibataires, de personnes séparées ou divorcées. Or, rappelons que la pension de réversion, en 2008, représentait environ 25% de l'ensemble des pensions des femmes de plus de 65 ans, contre 1% pour les hommes. C'est pourquoi nous devons agir aujourd'hui pour améliorer par des droits propres l'accès à une retraite digne et décente. Pour les femmes, cela doit passer par l'amélioration de la pension de droit direct, ce qui implique à la fois de rompre avec toutes les mesures précédemment citées qui ont renforcé la contributivité du système et qui, en pesant plus fortement sur les femmes, ont justement creusé les inégalités sur la pension de droit direct. À partir de ce préalable, pourra être mise en route efficacement une logique visant à renforcer le lien entre retraite et meilleurs salaires, favorable aux hommes et aux femmes. Et les outils d'action pour cela sont connus. Égalité salariale, lutte contre les stéréotypes, meilleure prise en compte du temps partiel, de la pénibilité, notamment au féminin. Mais votre réforme fait l'impasse sur ce préalable. Pire, par son article, elle renforce la contributivité du système des retraites si néfaste aux femmes. Du coup, les mesures proposées, devenues marginales, seront bien incapables de réduire les inégalités. Voici, brièvement développée, une des raisons pour lesquelles je m'oppose en tant que militante du droit des femmes à cet article 2. Merci, ma chère collègue. La parole à Monsieur Dominique Vatrin. Oui, alors que nous débutons le débat sur cet article 2, qui propose ni plus ni moins que d'allonger la durée de cotisation, je ne peux que regretter l'occasion manquée à laquelle nous devons collectivement faire face. Alors qu'en 2010, nous étions toutes et tous à gauche, au Sénat et dans la rue, mobilisés contre la réforme Sarkozy, nous nous retrouvons aujourd'hui malheureusement divisés. Vous avez fait vôtre le discours naguère porté par la droite, selon lequel, face au déficit de la branche retraite, il n'y aurait pas d'autre solution que de rallonger la durée de cotisation, c'est-à-dire, pour parler vrai, repousser l'âge réel de départ à la retraite ou contraindre des milliers de salariés à subir des réductions de pension en raison des décotes. Grâce à ces mesures, c'est certain, les déficits de la CNAV vont se réduire. Mais s'il s'agit d'une mesure comptable, c'est raté, car tout cela va se faire au détriment du niveau de vie des retraités, bien sûr, mais aussi aux dépens des départements qui verront croître leurs dépenses sociales, notamment en raison de l'accroissement du nombre de bénéficiaires du RSA. Nous nous souvenons d'ailleurs, Madame la rapporteure, qu'en 2010, cette analyse que je fais maintenant était la vôtre. Et je vous cite, vous invoquez l'augmentation, vous adressant au gouvernement de l'espérance vie. Nous nous en réjouissons bien entendu, mais entre un ouvrier et un cadre de 50 ans, l'écart d'espérance de vie est de 7 ans. Il faut considérer aussi l'espérance de vie en bonne santé. Nombre de 55-60 ans n'ont pas d'emploi. Ils deviendront de vieux chômeurs de 60 à 62 ans. Le coût du chômage augmentera, tandis que, bingo pour l'État, les départements devront verser le RSA. Fin de citation. Qu'a-t-il pu donc se passer entre 2010 et 2013 pour que votre position change si radicalement, que vous fassiez maintenant le choix de faire payer les salariés d'aujourd'hui et les retraités de demain? Eh bien, ce qui s'est passé depuis, il y a eu l'élection d'un nouveau président de la République, mais celui-ci, malheureusement, contrairement aux engagements, a renoncé à combattre la finance. Et forcément, il reçoit les missives de la Commission européenne qui l'exhorte à réduire les dépenses sociales et fiscales.
Le 29 mai dernier, d'ailleurs, il recevait de la part de la Commission européenne ce qu'on appelle les recommandations annuelles. Parmi ces recommandations, je cite, la demande d'adapter les règles d'indexation, les âges minimums et de taux plein, la période de contribution et les régimes spéciaux, mais en évitant d'augmenter les contributions des employeurs au régime des retraites. Voilà la réalité que l'on vit aujourd'hui. Des recommandations qui ne visent pas à assurer l'avenir de notre système de retraite, mais bien à réduire le coût du travail. Il n'aura d'ailleurs pas fallu attendre longtemps pour que le Premier ministre réagisse à cette injonction, y répondant en ces termes par voie de presse. Je cite là aussi le Premier ministre, « Il n'y a pas de surprise, nous sommes dans la droite ligne de ce qui avait été annoncé, et donc la France va respecter ses engagements, ce qui implique un certain nombre de réformes que nous ferons. » Ce qui a changé, c'est que vous recevez, écoutez trop les recommandations du MEDEF, celles portées hier par Mme Parisot et aujourd'hui par M. Gattaz. Pour preuve, si le projet de loi, je l'ai déjà dit, prévoit effectivement une hausse modérée de la part patronale de cotisations sociales, elle est immédiatement amortie par la baisse des cotisations patronales destinées au financement de la branche famille. Les salariés, quant à eux, qui verront également croître leurs cotisations sociales, ne bénéficieront pas de contrepartie, mais vivront une double peine prévue dans cet article avec l'allongement de la durée de cotisation. L'équation est donc simple. Les efforts des salariés représentent sur ce seul article plus de 5 milliards d'euros quand les patrons accèdent quant à eux à une vieille revendication, leur désengagement progressif et continu du financement de la branche famille. Pour toutes ces raisons, et avec mes collègues du groupe CRC, nous voterons contre cet article 2. Merci, mon cher collègue. La parole à Madame Corinne Bouchoux pour le groupe écologiste. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, après un premier article portant sur les principes, cet article 2 nous propose la mesure dite phare de ce projet de loi, l'augmentation progressive jusqu'à 43 ans de la durée minimale de cotisation pour liquider une pension à taux plein. Cette loi est déjà sexiste, notre collègue l'a démontré brillamment, donc je n'y reviendrai pas. Cette idée d'augmenter la durée d'assurance n'est pas nouvelle. Nous l'avions combattue lors des précédentes réformes, Balladur, Fillon, Sarkozy, Woerth. Aujourd'hui, c'est la première fois, sauf erreur de notre part, qu'une telle mesure est le fait d'un gouvernement de gauche. Mais c'est toujours avec le même argument, vivre plus pour travailler plus. Il faut, selon nous, se méfier de ces formules simples, simplistes, qui tordent la réalité avec l'apparente force de l'évidence. Et il suffit pour s'en convaincre de regarder les faits. Au cours du siècle dernier, l'espérance de vie a globalement doublé, passant de 45 à 80 ans, pendant que la durée hebdomadaire du travail a été divisée par 2, passant de 70 heures en 1900 à 35 heures aujourd'hui. De plus, la part de la vie consacrée au travail a également beaucoup diminué. Les enfants et les personnes âgées, et c'est heureux, ne travaillent plus en principe. Il en résulte que pour un individu moyen, le nombre d'heures travaillées rapporté au nombre d'heures de vie est en constante diminution, et ce, malgré le doublement de l'espérance de vie. Travailler plus lorsque l'on vit plus n'est donc pas une évidence. Tout ceci demande, à notre sens, un peu de réflexion et de recul historique. Reconnaissons-le, le problème est surtout démographique. Il tient principalement, cela a été dit par mes collègues, au fait que la classe d'âge du papy-mamie-boom, plus nombreuse que les suivantes, arrive maintenant à la retraite. Mais mes chers collègues, cela fait bien 40 ans que ce phénomène était prévisible et il avait d'ailleurs été anticipé par le gouvernement Jospin qui avait créé à cet effet un fonds de réserve des retraites. Malheureusement, ce fonds a été insuffisamment abondé par les gouvernements suivants avant d'être dévoyé par la réforme de 2010. Quant à l'augmentation de la durée de vie, elle a bien un impact sur la masse des pensions, mais il est très faible. Pour les pensions de droit direct, la CNAV a calculé qu'entre 2002 et 2017, l'allongement de la durée de vie a accru le montant des pensions à verser de 1,9 milliard. Par comparaison, ce sont 11,8 milliards, soit 6 fois plus, qui sont imputables au papy-mamie-boom. Le tout rapporté à un montant total, en 2017, de 95 milliards. Faire donc porter le financement sur l'allongement de la durée de cotisation au motif qu'on vivrait plus longtemps est donc, selon nous, totalement injustifié. Mais tout ceci ne serait rien si, en plus d'être inepte, ce n'était profondément injuste. En période de chômage, le nombre d'heures travaillées dans la société n'est pas lié à la durée de cotisation, sinon ça se saurait.
Depuis 2008, le nombre de chômeurs de longue durée de plus de 50 ans a augmenté de 150 %. Autrement dit, allonger la durée de cotisation ne va pas leur redonner un emploi pour autant. Cette mesure n'aura donc pour effet que de contribuer à transformer des retraités en chômeurs, ou bien, si certains parviennent à se maintenir dans l'emploi, d'accroître encore un chômage des jeunes qui tourne déjà autour du taux alarmant de 24 %. Ce faisant, et en posant cette solution comme un remède miracle, on oublie de se poser la bonne question. Et si, au-delà de la question conjoncturelle du papy-mamie-boom, le vrai problème tenait moins à un surplus de dépenses qu'à un manque de recettes? En effet, les cotisations retraite sont assises sur les salaires. Or, vous le savez comme moi, la part de la valeur ajoutée attribuée aux salaires a tendanciellement baissé de 5 points au cours du demi-siècle dernier. C'est donc autant de cotisations en moins. Plus récemment, la crise financière a accru de 3 points le chômage, qui est passé de 7,5% en 2008 à 10,5% aujourd'hui. Même le rapport Moreau ne conteste pas la très grande responsabilité de la crise financière dans les besoins de financement du système de retraite. Alors, pourquoi ne pas chercher un remède plus en adéquation avec le mal? Pourquoi ne pas soumettre à cotisation les revenus financiers distribués par les entreprises? Cela permettrait d'offrir à notre système de retraite une source de financement cohérente avec les difficultés dont il souffre, et aussi de freiner la financiarisation folle de l'économie qui nous a menés au désastre, et nous sommes tous d'accord là-dessus. En résumé, non seulement cet article porte une mauvaise réponse, mais surtout, selon nous, il ne pose pas les bonnes questions. Merci, ma chère collègue. La parole à Madame Isabelle Pasquet pour le groupe CRC pour prise de parole sur l'article. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je voudrais dire mon opposition tant à la mesure proposée qu'à son postulat économique. Je voudrais croire que cet article n'est pas la conséquence des exigences européennes. Pourtant, tout nous conduit à penser que cette réforme, lorsqu'on la compare aux attentes de nos concitoyens, constitue la contrepartie promise par la France à la Commission européenne en échange du répit de 2 ans sur le déficit de la France. Vous contestez cette réalité et justifiez l'allongement de la durée de cotisation par le déséquilibre financier de la CNAV et par l'allongement de l'espérance de vie. Un peu comme si, contrairement à ce que nous affirmions ensemble en 2010 aux côtés des salariés, il fallait que toute l'espérance de vie gagnée soit transformée en temps travaillé. Un peu comme si, pour combler le déficit des comptes sociaux, il n'y avait pas d'autre solution que de faire payer les salariés, soit en allongeant leur durée de cotisation, soit en réduisant leur pension. Et pourtant, malgré les sommes a priori colossales dont il est question ici, et qui inquiètent légitimement nos concitoyens, il faut admettre que le déficit de la branche vieillesse comme de la sécurité sociale dans son ensemble n'est pas un déficit structurel, mais un déficit conjoncturel. C'est bien la crise et les destructions massives d'emplois qui l'accompagnent qui creusent le déficit de la sécurité sociale. Selon l'économiste Henri Sterdyniak, sans la crise, le système de prestations retraite et chômage serait excédentaire de 6 milliards. Une crise qui s'est par ailleurs aggravée sous le poids terrible des politiques d'austérité qui sont menées en France et en Europe, au point qu'entre 2011 et aujourd'hui, notre dette publique, au lieu de baisser, a crû dans des proportions importantes, passant de 85,9% à 91,7% du PIB. Dans le même temps, alors que l'avenir de nos retraites serait remis en cause en raison des déficits de la branche vieillesse, vous continuez à la priver des quelques 30 milliards de cotisations sociales qui partent en fumée et qui sont accordées chaque année aux employeurs sous la forme d'exonération de cotisations sociales. Comme si, subitement, ces sommes colossales qui participent à détruire l'emploi et à faire pression sur les salaires n'étaient plus indispensables au financement des retraites. Comme si le retour à la retraite pour toutes et tous à 60 ans ne dépendait ni de ces exonérations, ni même de la taxation des revenus financiers que vous ne cessez de repousser. Comme si, au final, il n'y avait pas d'autre choix que de faire payer les salariés. Cette analyse, avec mes collègues du groupe CRC, nous la refusons et nous ferons, en tout cas peut-être, selon l'avenir des premiers amendements sur cet article, au cours des débats, grâce à nos amendements, la démonstration que des alternatives solidaires et durables existent afin de passer d'une réforme injuste, puisque essentiellement supportée par les salariés, à une réforme qui soit
tout à la fois efficace pour réduire les déficits, durable dans le temps et juste dans ses effets. Ma chère collègue, prise de parole sur l'article toujours, la parole à Madame Laurence Cohen pour le groupe CRC. Oui, l'allongement de la durée de cotisation que prévoit cet article n'est évidemment pas une mesure neutre. Elle s'inscrit dans la continuité, ça a été dit, de la réforme Woerth-Fillon de 2010 et l'aggrave considérablement puisque non seulement elle ne remet pas en cause le report de l'âge légal à taux plein que nous avions pourtant combattu ensemble, mais elle allonge encore un peu plus la durée de cotisation. Un allongement de la durée de cotisation que vous tentez de justifier, je dois dire que je le déplore très fortement, comme l'ensemble de notre groupe, comme en 1993, en 2003 ou encore en 2010, l'allongement de l'espérance de vie de nos concitoyens. Oubliant au passage que si l'on vit plus longtemps, ce n'est pas un hasard. C'est précisément parce que notre régime de protection sociale a permis aux salariés de partir plus tôt à la retraite. Qui plus est, le raisonnement mathématique quasi-comptable qui consiste à allonger systématiquement la durée de cotisation en fonction de l'allongement de l'espérance de vie est un raisonnement partiel qui élude une réalité, l'espérance de vie en bonne santé. Vivre plus longtemps est une chose, mais vivre plus longtemps en mauvaise santé, notamment en raison des inégalités de tout genre, territoriales, sociales, économiques, inégalités aussi face à l'accès aux soins en est une autre. Tous les indicateurs, y compris l'indicateur baptisé espérance de vie sans incapacité, l'attestent. Nos concitoyens vivent de plus en plus mal, au point que l'espérance de vie en bonne santé d'une femme née aujourd'hui est de 74%, lorsqu'elle était de 77% pour une femme née en 2004. Deuxième élément qui va contre l'article 2, l'allongement de la durée de cotisation nécessaire pour percevoir une retraite à taux plein est une injonction à travailler plus. Le gouvernement va donc à l'encontre de ce qui se passe depuis des décennies, à savoir la réduction de la vie professionnelle, de 37,5 ans pour les hommes de la génération 1950 à 35 ans pour ceux de la génération 1970. Résultat, de plus en plus de salariés ne pourront pas partir à l'âge minimum légal avec une retraite complète. Cette dégradation littéralement programmée du niveau de pension risque de pousser de plus en plus de retraités à cumuler leur pension avec un emploi. Depuis 5 ans, le nombre de ces retraités travailleurs a plus que doublé. Résultat, moins d'emplois accessibles aux non-retraités et une concurrence accrue entre salariés, ce qui abaisse, vous le savez, les normes salariales. La pension de retraite n'est plus la possibilité d'un temps libre et autonome délivré des contraintes du travail. Elle devient une forme de substitut au salaire, voire même une sorte de complément obligatoire pour pouvoir vivre à peu près correctement. On marche sur la tête, on est en 2013. Ce que la gauche a su faire il y a 30 ans, en instaurant le droit à la retraite à 60 ans, devrait aujourd'hui, avec un gouvernement de gauche, être amplifié et amélioré à l'aune des progrès scientifiques et technologiques. Or, cet article est porteur du contraire. Et tout au long du débat que nous avons eu jusqu'à présent, nous avons essayé de montrer qu'il y avait des propositions alternatives et que nous avions la majorité ensemble pour les prendre. Et donc, nous déplorons que ce choix ne soit pas fait. C'est pourquoi nous sommes totalement contre cet article. Merci, ma chère collègue. La parole à Madame Cécile Cukierman. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, avec cet article 2, nous sommes au cœur de la réforme. Nous avons en effet beaucoup parlé depuis hier des retraites, finalement en parlant assez peu de toutes celles et tous ceux qui, nés après 1972, devront travailler 1 an de plus, celles et ceux pour qui l'âge de départ à la retraite ne parle plus car le nombre d'annuités augmente réforme après réforme, que cela soit proportionnel ou pas, le résultat est le même. La réalité, c'est que pour partir à 62 ans, il faudra travailler à 19 ans sans rupture dans la vie professionnelle. Je crois que si nous sommes élus, c'est pour la défense de l'intérêt général, mais force est de constater, principe de réalité,
qu'il y a peu d'élus nés après 1972, mais beaucoup pour parler de cette nécessité de cotiser un an de plus. Certains osant même dire ici que cette réforme ne changera rien, et si finalement nos séances étaient un film, cela aurait pu avoir pour titre « Les jeunes, travaillez plus, c'est pour votre bien, nous le savons ». Alors permettez-moi, mes chers collègues, d'être en colère, non pas pour moi, mais pour toutes celles et tous ceux qui vont être impactés par cette réforme et qui s'y résignent. Parce que, Madame la Ministre, effectivement, il n'y a pas eu foule comme en 2010, mais je pense qu'en politique, le qui ne dit mot consent ne marche pas, et c'est plutôt une résignation qu'une acceptation de cette réforme qui s'exprime aujourd'hui. La génération touchée est celle que l'on a caractérisée pendant des années de génération Mitterrand. Vous savez, cette génération qui, pour une grande partie, a vu ses parents se réjouir de l'élection de mai 81, cette élection qui marquait une rupture, un changement possible. Les 60 ans, les 37 ans et demi, les 39 heures hebdomadaires, la 5e semaine de congés payés, c'est cela que furent les premières mesures. Et puis, cette génération, la mienne, a fait des études, que d'émotions à l'obtention d'un CAP, d'un BEP, d'un bac, autant de diplômes qui avaient semblé inaccessibles à leurs parents. Mais le message était clair. Travaillez, faire des études, et ainsi vous réussirez, et prenez le temps de vivre. Aux filles, on nous a dit de poursuivre nos études, condition indispensable de l'indépendance. À d'autres filles, on leur a dit de s'arrêter de travailler pour le bien-être de leurs enfants. Dans les deux cas, avec votre réforme, nous le paierons très cher au moment de notre retraite. En 1995, nous étions 4 millions d'étudiants, un atout pour la société, disait-on alors. Pourtant, entre cette enfance du début 81 et ces années fac, la situation avait bien changé, désenchantement et désillusion nous avaient minés. Le retour de la gauche en 97 rouvre quelques espoirs. En effet, mais pour la dernière fois, un gouvernement osera dire dans notre pays que l'on peut continuer de travailler moins sans gagner moins pour autant. Et depuis, cette génération s'est mariée, elle a divorcé aussi parfois, elles sont devenues fonctionnaires, ils sont devenus salariés du privé, ils sont devenus chômeurs. Et tous se sont souciés alors de leur retraite, qui, telle l'oasis dans le désert, s'éloigne à chaque fois que l'on s'avance un peu plus de lui. En allant chercher les enfants à l'école, au sport, à des goûters d'anniversaire, toutes les personnes parlent de cette chose, la question des retraites, du devenir. Et tous nous disent une chose, mais je crois, Madame la Ministre, qu'à travers vous, l'ensemble du gouvernement devra l'entendre. Ils disent quoi? Ils disent « on ne pensait pas que ce serait le grand changement, mais de là à ce que ce soit pire, quand même, ça c'est fort de café ». Alors, Madame le Ministre, je crois que le gouvernement a une responsabilité, celle d'entériner la casse du droit à la retraite. Vous nous parlez d'espérance de vie qui augmente. Et alors? Avec de nombreux collègues enseignants, nous calculions il y a une quinzaine de jours qu'entrer dans la fonction publique en 2001, on nous avait dit ce sera 60 ans et 37 ans et demi, avec 1 an d'abattement par enfant. En 2003, grâce à M. Raffarin, ce n'était plus que 6 mois d'abattement par enfant. Puis petit à petit, grâce au gouvernement de droite, nous sommes arrivés aux 62 ans et aux 42 ans de cotisation. Et là maintenant, c'est 43 ans. Mais bref, sans même parler des enfants, sans parler de l'évolution qui est en cours sur les pensions pour les mères de 3 enfants, une chose est sûre, notre espérance de vie n'a pas augmenté de 6 ans et demi pendant cette période. Donc votre argument ne tient pas. Et il tient encore moins quand on sait que d'année en année, le nombre des plus de 55 ans hors de l'emploi, au chômage, augmente d'année en année. Je ne suis pas une utopiste, parce que ça a été dit, mais l'utopie, c'est ce qui permet au peuple de ne pas réagir et de ne pas se mobiliser. Mais nous l'avons dit et nous le redirons encore, il y a d'autres solutions que les vôtres, et j'en conclurai. Madame la Ministre, jusqu'où irons-nous dans la remise en cause de ces acquis sociaux? L'argument de nous dire que la pénibilité sera mieux prise en compte ne tient pas, parce que le misérabilisme, là aussi, ce n'est pas la gauche. Ne nous opposez pas entre salariés. Prenons les responsabilités, celle de taxer les revenus financiers, la spéculation financière, celle de réduire les écarts salariales entre femmes et hommes qui permettront de dégager ces revenus nécessaires pour maintenir le système par répartition juste et équitable. Cela, ce n'est pas seulement le groupe CRC qui le dit, c'est un collectif d'associations, de syndicats, d'organisations politiques diverses. Parce que oui,
Madame la ministre, c'est cela que nous voulons offrir à nos enfants, nous qui avons contribué à la défaite de la droite en 2012, comme nos parents à celle de la droite en 1981. Merci, ma chère collègue. Nous en venons à la discussion de 3 amendements identiques de suppression faisant l'objet d'une discussion commune. Et nous commençons par le 14 rectifié bis, présenté par Madame Lienemann. Monsieur le Président, ministre, chers collègues, nous avons déposé, Madame Claireaux, Madame Reynaud et moi-même, un amendement visant à la suppression de cet article et l'affirmation politique est claire. Oui, Madame la Ministre, dans la réforme qui est proposée par le gouvernement, il y a des points éminemment positifs, comme la prise en compte de la pénibilité, comme la prise en compte de la précarité, en tout cas une meilleure prise en compte des difficultés des travailleurs précaires, et d'autres éléments concernant les étudiants. Néanmoins, nous considérons que cette réforme a un problème majeur, qui est celui de l'allongement de la durée des cotisations, et donc le départ plus tardif à la retraite, avec un niveau de retraite plus bas pour un grand nombre de nos concitoyens. Déjà, Madame la Ministre, nous étions étonnés que nous ne remettions pas en cause la réforme qui avait été tant combattue par le monde du travail et par les forces politiques de gauche écologistes, à savoir la loi Fillon, qui pèse lourdement sur l'avenir de nos retraites aujourd'hui, tant quant au départ à la retraite qu'au niveau des retraites. Mais nous ne nous attendions pas, il faut bien le dire, à ce qu'une proposition venant d'un gouvernement de gauche nous amène à penser que d'ici 2020, il fallait encore allonger davantage cette durée de cotisation. Nous le disons tout net, cet allongement n'est ni nécessaire ni important et va acter d'importants reculs pour nos concitoyens. Pas nécessaire. Je ne reprendrai pas les mots de M. Sterdignac, qui est économiste à l'OFCE. Sans la crise et les politiques d'austérité, le système de retraite serait de 6 milliards bénéficiaires en 2020. La question centrale, elle nous amène d'ailleurs à des débats du même ordre sur les politiques européennes et sur les politiques économiques globales, est de savoir si nous devons ou non privilégier la recherche d'une croissance, évidemment d'une croissance durable qui organise la transition écologique, ou si nous considérons que c'est les politiques d'austérité et de restriction budgétaire qui est le cap que nous devons défendre. Pour notre part, nous le disons tout net, nous ne réduirons ni nos déficits et nous n'assurerons pas un système de progrès social sans mettre en priorité la recherche de la croissance, ce qui en aucune façon, évidemment, ne fait penser qu'on va revenir à un niveau comparable à celle des 30 Glorieuses. Deuxièmement, est-ce qu'elle est nécessaire financièrement ? Alors, Madame la Ministre, mes collègues ont déjà expliqué qu'il y avait le problème de la réforme structurelle et de la réforme conjoncturelle liée au papy-boom. Mais ne rentrons pas dans ce détail, encore qu'il n'est pas secondaire, car nous faire des reculs de conditions de progrès social, alors que toujours la gauche a été dans l'autre sens, au motif qu'il y aurait conjoncturellement un problème, et donc installer structurellement un recul social, nous paraît pas conforme à notre idéal. Mais surtout, prenons même les chiffres. Prenons les chiffres de 20 milliards du corps à l'horizon 2020. Alors, je vous le dis tout net, les propositions socialistes, et j'ai relu tous les documents, depuis 2010, j'ai le tract que nous avons distribué, j'ai les documents que nous avons votés au Bureau national de notre parti, qui était au mois de juillet. Nous avons toujours dit qu'il fallait faire appel à une taxation des revenus du capital pour compléter le financement. Et même en 2010, nous le chiffrions à 25 milliards. Donc, il y a d'abord à rechercher les recettes légitimes pour notre système de retraite. Deuxièmement, j'observe qu'il n'a pas été difficile de trouver 20 milliards pour le CICE en moins de 15 jours, 3 semaines. Sujet qui n'était d'ailleurs jamais abordé pendant la campagne électorale. Et alors là, pas de problème. Et là, pour 2020, là, on les a trouvés tout de suite quasiment. Et là, pour 2020, on ne pourrait pas trouver 20 milliards. Je ne peux pas croire à cette réalité. La deuxième chose, c'est que, est-ce qu'on va déstabiliser l'économie française en augmentant les dépenses de retraite et donc des prélèvements? Et là, de ce point de vue, j'approuve complètement
les prélèvements prévus concernant les cotisations. Non, la part de PIB va, en 2060, on aura eu seulement 0,5% de PIB qui va être mis pour les retraites. Alors, elle n'est pas opportune. Ma chère collègue, si vous voulez bien conclure. Oui, bien sûr, mais je prendrai le temps alors de prendre la suite à l'explication de vote. Et j'ai un deuxième amendement. Le règlement du Sénat stipule que vous avez dépassé votre temps. Bien sûr, chers collègues, mais je pense que là, je vais terminer juste sur un point. Quand vous nous dites que, Madame la Ministre, on vit plus longtemps, donc on doit travailler plus longtemps, je vais vous donner juste un chiffre. C'est que vous ne tenez pas compte de la Merci, ma chère collègue. Je suis obligé de vous couper. Vous avez dépassé votre temps. Vous pourrez Pas de intervenir tout à l'heure. souci, je reprendrai la parole plusieurs fois. Sans aucun problème, ma chère collègue. Nous passons à l'amendement numéro 250 qui est présenté par Monsieur Savary. Oui, Monsieur le Président, cet amendement est un excellent amendement puisqu'il propose de supprimer cet article. Moi, j'ai l'impression parfois qu'on marche sur la tête, quoi. Quel spectacle! Quel spectacle vivons-nous dans un projet de loi présenté par une majorité qui est dénoncé par des membres de cette majorité. Alors certes, avec des arguments que nous ne partageons pas du tout, mais nous avons d'autres arguments qui nous permettent de penser qu'effectivement, Madame le ministre, vous n'êtes pas dans la bonne direction. On s'est déjà permis de vous le dire déjà depuis hier soir, et on voit bien à travers de chacun des amendements, chacun des articles, que véritablement il y a d'autres choix qui s'imposaient aux Français. En tout cas, il me semble qu'ils le méritaient. Alors, l'objet de cet amendement, c'est bien sûr de prendre en compte cette proposition de reporter sur les générations futures en rallongeant le temps de cotisation, le financement d'une partie de la sécurité sociale. Enfin, un élément positif quand même, vous abordez un petit peu un fonds structurel à cette réforme. Jusqu'à présent, nous n'avions plus vu que des mesures qui consistaient à limer la bosse liée au baby-boom. Là, on rentre dans une philosophie qui est une philosophie que nous ne partageons pas. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons supprimer cet article. C'est un leurre parce que, autant dire la vérité aux Français, nous sommes clairs, nous disons qu'il y a un âge légal de départ en retraite qu'il faut modifier en fonction de la longévité, en fonction du financement, en fonction de l'évolution sociétale, en fonction de l'évolution du projet de vie de chacun de nos concitoyens. Tandis que là, vous faites croire aux gens qu'il faudra certes travailler un petit peu plus pour allonger la durée de cotisation, mais qu'ils pourront quand même partir en retraite. Mais on fait le départ en retraite avec le taux plein, c'est véritablement pour quelqu'un qui a commencé à 23 ans, qui aura besoin de 43 ans de cotisation, partir à 66 ans. Autant lui dire la vérité, quoi, parce qu'il va être complètement déçu. D'autre part, c'est une mesure qui ne ramène pas sur le plan financement les sommes escomptées et qui, par contre, est une atteinte grave au pouvoir d'achat. Et je crois qu'on ne peut pas prétendre des fois défendre le pouvoir d'achat de nos concitoyens d'un côté et prendre régulièrement, à travers les propositions de loi, des mesures qui sont une atteinte flagrante au pouvoir d'achat. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans cette particularité de vous demander de supprimer cet article 2, alors que nous avons soutenu l'article 1 parce que nous avions des objectifs de réforme qui étaient tout à fait intéressants. Donc vous voyez bien que nous avons une continuité, une cohérence dans notre proposition. Alors la solidarité intergénérationnelle, ma foi, on peut véritablement dire qu'elle n'y est pas. La solidarité intragénérationnelle n'y est pas non plus, puisque les régimes spéciaux ne sont pas touchés. Vous proposez à certains d'allonger leur durée de cotisation, mais surtout, on ne touche pas aux régimes spéciaux. Courage, Fillon. Je crois que véritablement, il faut être attentif à cela. C'est la raison pour laquelle nous vous proposions des projets de convergence en attendant une réforme systémique. Nous sommes nombreux à vouloir, à réclamer. 73% des Français, d'ailleurs, sont tout à fait attentifs à cette évolution des choses. Et donc, il faut avoir une certaine vision que vous ne semblez pas avoir, en tout cas que nous n'avons pas compris et que nous ne partageons surtout pas. C'est la raison pour laquelle, véritablement, nous souhaitons la suppression de cet article 2. Merci, mon cher collègue. Amendement 301 rectifié, présenté par Madame Bouchoux. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, nous considérons, comme nous l'avons dit tout à l'heure, que cet article introduit une mesure qui est infondée, injuste et inefficiente, même si effectivement nous avons pu reconnaître les progrès sur certains points.
Par ailleurs, nous voudrions préciser que, alors qu'on se targue de l'allongement de la durée de vie, que celle-ci est toute limitée. Selon les derniers chiffres de l'INED, l'espérance de vie sans incapacité est passée entre 2008 et 2010 de 62,7 ans à 61,9 ans pour les hommes et de 64,6 ans à 63,5 ans pour les femmes. Si cette espérance de vie s'était simplement stabilisée, on aurait pu, par exemple, invoquer des limites physiologiques à la progression continue de l'espérance de vie ou encore un ralentissement des progrès médicaux. Mais on recule. Ce recul, selon nous, est le signe d'une société malade, une société qui trouve le moyen de concilier à la fois un chômage de masse dévastateur et un mal-être général au travail pour ceux qui ont la chance d'avoir un emploi. Une société qui se consume dans une mortifère course à la production. On ne sortira pas, selon nous, de cette impasse en adoptant les vieilles recettes du libéralisme qui, précisément, ont mené à la crise. On l'a dit, selon nous, il faut mettre à contribution la sphère financière, même si cela ne suffit pas. Il faut aussi, selon nous, repenser le travail, son organisation à l'échelle de la société, où il doit être mieux partagé, à l'échelle d'une vie, où il doit être harmonieusement réparti. Il faut enfin repenser la répartition des richesses et le sens même de la richesse. Pourquoi, dans tout ce débat, l'apport des retraités à la société, qui anime la moitié des associations et forme le tiers des maires, n'est-il jamais reconnu et valorisé ? Il faut repenser les modes de consommation et de production, les activités économiques propres à la transition écologique, parce qu'elles pèsent moins sur les ressources et l'environnement, sont plus denses en emplois et souvent des emplois non délocalisables. C'est selon nous là que réside la réponse aux besoins de financement des retraites et non dans ce rafistolage fait de rustines et de malheurs. Ce changement de modèle, ce nouveau paradigme que nous appelons de nos voeux, c'est ce que proposent les écologistes. Et c'est parce que c'est bien loin de préfigurer ce que nous voulons, que nous ne voulons pas de cet article 2 qui contribue au contraire à nous enfoncer dans la crise. Et c'est pour cela que nous vous invitons à voter sa suppression. Merci, Madame Bouchoux. Madame la rapporteure de la commission, votre avis sur les 3 amendements. Monsieur le Président, Madame la Ministre, je vais répondre bien évidemment sur ces 3 mêmes amendements. 3 mêmes amendements dans l'objectif, mais avec des raisons qui, il faut bien le reconnaître, sont diamétralement opposées, en tout cas pour l'un d'entre eux. Je voudrais rappeler un certain nombre d'éléments avant de donner l'avis de la Commission. Le premier élément que je veux donner, c'est que cet article 2 est un élément extrêmement important de cette réforme, de ce projet de loi portant réforme des retraites. Une durée de cotisation allongée progressivement et sans brutalité. Il y a, Monsieur Savary, une grande différence entre l'allongement de la durée de cotisation et le recul de l'âge légal. Pourquoi il y a une grande différence ? Parce que l'allongement de la durée de cotisation est une mesure qui s'inscrit dans le temps. Le recul de l'âge légal a pour conséquence de faire travailler plus longtemps, encore plus longtemps, les personnes qui ont commencé à travailler jeunes. Et on demande à cela, c'est d'ailleurs ce que nous avions dénoncé ici comme à l'Assemblée nationale, lors de la réforme de 2010, il y a effectivement une grande différence parce que le recul de l'âge légal est très injuste pour ceux, encore une fois, qui ont commencé à travailler jeunes. Je voudrais aussi rappeler que cette augmentation de la durée de cotisation dans ce texte de loi s'accompagne d'un certain nombre de mesures de justice. Justice envers les apprentis, qui verront leurs années de formation comptant intégralement pour leur retraite, justice avec des mesures en faveur des femmes et de ceux qui ont travaillé par période saccadée et heurtée, justice pour les étudiants qui pourront racheter des trimestres d'études pour les compter pour le calcul de leur retraite, justice également pour les stagiaires, puisque à l'Assemblée nationale, un certain nombre de mesures les concernant ont été adoptées. Donc, je voulais insister quand même à la fois sur cet élément important qu'était l'article 2, et vous dire également que cet article 2, il est important pour l'équilibre financier recherché
dans cette réforme, dans ce projet de loi portant réforme des retraites. Pour ces raisons-là, l'avis de la commission sur ces 3 amendements a été défavorable. Merci, Madame la rapporteure. Madame la ministre, avis du Gouvernement. Même avis sur ces 3 amendements, bien évidemment, avis défavorable. Je voudrais dire que le Gouvernement assume pleinement cet article et les dispositions de cet article qui consiste à allonger la durée de cotisation pour pouvoir disposer d'une retraite à taux plein, parce que nous sommes dans une période où nous vivons collectivement plus longtemps et où, j'ai eu l'occasion de le dire, les jeunes qui s'engagent dans la vie professionnelle, lorsqu'ils arriveront à l'âge de la retraite, en ayant travaillé 43 ans, vivront 2 ans de plus que leur grand-père ou leur grand-mère qui part cette année, l'année prochaine, à la retraite, en ayant travaillé une période moins longue. Ce qui compte, en termes de progrès social, c'est que le temps laissé à la retraite s'allonge et que nous puissions bénéficier de temps pour nous consacrer à d'autres activités. Mais je veux dire qu'on ne peut pas s'engager dans une réforme des retraites en disant « c'est formidable, il y a des avancées sociales, il y a des mesures qui constituent des progrès », et puis laisser de côté les efforts qui sont demandés à nos concitoyens. Cette réforme, elle constitue un tout. Il y a des efforts que nous assumons et qui doivent être demandés. L'enjeu, c'est que ces efforts soient le plus justes possible, c'est-à-dire répartis entre les différentes catégories de la population et qu'ils puissent être adaptés à la réalité de la vie professionnelle et de la vie personnelle. Et c'est pour cela que nous disons oui, nous pouvons travailler plus longtemps, mais tout le monde ne peut pas travailler dans les mêmes conditions plus longtemps. Et donc, oui, il doit y avoir un allongement de la durée de cotisation, mais évidemment, cet allongement de la durée de cotisation doit être modulé pour tenir compte de la réalité de la vie professionnelle. Et c'est cela qui fait le cœur de cette réforme. Donc, je le dis avec un peu de force, on ne peut pas imaginer que cette réforme pourrait être identique à ce qu'elle est si on supprimait des dispositions qui font appel effectivement à une contribution et à un effort de la part de nos concitoyens. Je ne crois pas que le lieu, Madame la sénatrice Lienemann, soit à l'exégèse des textes d'un parti politique ici, même si j'ai beaucoup d'attachement et évidemment beaucoup d'attention pour les textes du parti auquel j'appartiens. Et pour avoir directement travaillé à ce texte de 2010 qui a permis de fonder le contre-projet porté à l'Assemblée nationale et au Sénat contre la réforme de 2010, je peux vous dire qu'il prévoyait l'allongement de la durée de cotisation contre le relèvement de l'âge légal. Parce que ce sont 2 mesures d'âge qui, comme l'a souligné Madame la rapporteure, n'ont strictement rien à voir l'une avec l'autre. Le relèvement de l'âge légal, c'est une mesure toise, rabot, qui s'applique de la même manière à tout le monde et qui repose plus particulièrement ou qui fait peser un effort plus grand sur ceux qui ont commencé à travailler jeunes, par définition. Alors que la durée de cotisation peut s'apprécier au regard des carrières professionnelles et selon que l'on a commencé à travailler à 18 ou à 22 ans, évidemment, le terme de la carrière n'est pas le même dès lors que l'on dit que c'est 42, 43 annuités que l'on doit mettre en œuvre. Et donc ce sont 2 mesures qui n'ont strictement rien à voir. Et c'est parce qu'elle se situe très exactement dans la continuité de ce que j'avais défendu et de ce que nous avions défendu contre la réforme de 2010 qu'aujourd'hui, je revendique au nom du gouvernement cette mesure et cette réforme et que je revendique le fait que l'allongement de la durée de cotisation a toute sa place dans une réforme de progrès et une réforme de justice. Merci, Madame la ministre. Je vais mettre aux voix ces 3 amendements qui ont reçu 2 avis défavorables. Mais avant, il va y avoir des explications de vote. Madame Lienemann, vous avez la parole. Monsieur le Président, je pense qu'une autre raison qui justifie qu'on n'accepte pas l'allongement de la durée des cotisations est le fait que le Président de la République a lui-même dit qu'il apportait sa priorité à l'avenir de la jeunesse.
Or, force est de constater que c'est la jeunesse qui va être la plus pénalisée par l'allongement des durées de cotisation. Elle va l'être par plusieurs méthodes. La première, c'est que contrairement au discours ambiant qu'on nous a seriné, le fait de faire travailler davantage les seniors était soi-disant très bon pour l'économie et ne pénaliserait pas la jeunesse. Toutes les courbes montrent qu'à partir du moment où il y a une montée en masse du travail des seniors, il y a une chute de l'emploi des jeunes et des actifs les plus jeunes. Donc, ça veut dire qu'on fait travailler davantage les plus aînés au détriment de l'entrée dans le monde du travail des plus jeunes. Tant qu'il y aura massivement des jeunes au chômage dans ce pays, il n'y a aucune raison d'augmenter la durée de cotisation. Deuxièmement, les jeunes vont être pénalisés parce qu'ils vont partir vers 67-68 ans. Et toutes les études montrent que la productivité des salariés diminue. Et d'ailleurs, les études anglaises sont très précises à partir de 65 ans, de manière totalement importante, et déjà à partir de 60 ans. Troisièmement, le niveau des retraites va être amputé. Il va être amputé parce que, nous le savons bien, l'âge de cessation d'activité n'est pas conforme avec l'âge légal ou la durée des annuités. Aujourd'hui, l'âge de cessation d'activité est à 58,8 ans, alors même que l'âge légal, que le départ moyen à la retraite est autour de 61, et quelques années. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme d'ailleurs vous le disiez dans les débats parlementaires, Madame la Ministre, ça veut dire que pendant ce temps-là, c'est l'assurance chômage, c'est le RSA qui prennent le relais des retraites. Donc, nous ne pensons pas que c'est l'avenir qu'on doit proposer à notre jeunesse. Nous ne pensons pas que le progrès social s'est arrêté parce que le libéralisme a décidé que désormais, le monde du travail devait à nouveau être pressuré par rapport au capital, que la rente devait à nouveau être valorisée par rapport au travail. Et nous pensons donc qu'il était possible, et j'y reviendrai plus tard, de faire une réforme sans que cette partie-là de l'allongement, car, Madame la Ministre, oui, j'accepte les efforts. Oui, l'augmentation des cotisations est légitime. Et au passage, on peut quand même s'étonner qu'elle soit exonérée pour les entreprises et plein pot pour les salariés. Mais même cela, à la limite, passons, j'accepte cela. Mais par ailleurs, dégrader l'âge de départ en retraite ne me paraît pas conforme à l'idéal de progrès social qui a toujours été celui de la gauche. En revanche, je voulais vous dire que je retire mon amendement et j'appellerai à voter pour l'amendement de Madame Bouchoux. Merci. L'amendement 14 rectifié bis est retiré. Je passe la parole à Monsieur Philippe Bas. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais dire que j'ai écouté très attentivement tout à l'heure Madame Cukierman et je crois qu'elle a fait des constats qui sont justes. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de salariés du secteur privé, à la date où ils font valoir leur droit à la retraite, ne sont plus en activité. Et par conséquent, ils sont à la charge du régime d'assurance chômage. C'est vrai également que si on décide que ces personnes doivent partir à la retraite, c'est pour beaucoup d'entre elles bien avant l'âge de 60 ans qu'il faudrait leur appliquer le bénéfice du régime des retraites. Ceci ne serait pas sérieux. Parce que si on procédait ainsi, ça voudrait dire que la capacité de production des personnes de 58 à 65 ans n'est plus digne d'être prise en considération dans notre société, alors même que ce sont des âges où on est encore en pleine maîtrise de ses moyens et doté d'une très grande expérience. Donc je partage le constat et je n'en tire pas la même conséquence. Il me semble que la conséquence qu'on doit en tirer, c'est de multiplier les dispositions permettant l'emploi des seniors. Et la deuxième conséquence, si on veut remplir cet objectif, c'est qu'il faut mener une politique économique qui favorise le développement de nos entreprises et donc l'emploi, ce que je ne vois pas en ce moment à l'œuvre. La deuxième chose qui est vraie dans ce que vous avez dit tout à l'heure, Madame Cukierman, c'est qu'on ne peut pas indéfiniment vouloir prolonger la durée d'activité, même si on observe dans des pays comme le Japon, par exemple, que plus on travaille tard, plus on est en bonne santé et plus on vit longtemps. Mais compte tenu du fait que les années d'espérance de vie qu'on gagne sont maintenant après l'âge de 80 ans, même après l'âge de 85 ans pour beaucoup d'entre nous, il est tout à fait normal de se mettre à la place de nos compatriotes
qui approchent, mettons, leur 65e ou 67e anniversaire et qui se disent « les années que je gagne dans ma vie sont après 85 ans, mais les bonnes années de retraite sont avant 70 ans ». Et par conséquent, je crois qu'effectivement, la logique d'allongement de la durée d'activité doit avoir une limite. Mais je dois dire en même temps que cette limite n'est pas encore atteinte dans notre pays, puisque la limite, le seuil à partir duquel il faut prendre sa retraite est extrêmement bas par rapport aux pays voisins. Alors, s'agissant de ces amendements, je les voterai. Je les voterai d'abord parce que les dispositions retenues par le Gouvernement n'apportent pratiquement rien. N'oublions pas qu'elles mettent un terme à des dispositions qui prévoient de maintenir constant un rapport entre la durée d'activité nécessaire pour avoir la retraite à taux plein et, par ailleurs, l'évolution de l'espérance de vie. Et comme l'espérance de vie augmente, dit-on, de près d'un trimestre par an encore, eh bien, on arrive à un système qui, effectivement, fait progresser environ d'un trimestre de cotisation tous les 2 ans la durée de cotisation nécessaire pour avoir une retraite à taux plein. Or, que voit-on dans le texte du Gouvernement? C'est une évolution qui se situe d'ailleurs tardivement à toutes les 3 générations, un trimestre de plus. Alors, on peut discuter évidemment de l'évaluation des effets des 2 dispositifs, mais il n'y a pas de différence radicale, ce qui nous fait dire d'ailleurs que la valeur ajoutée de cette réforme est extrêmement faible, si elle existe, par rapport au dispositif que nous avons adopté il y a quelques années. Alors voilà, à partir de constats qui peuvent reconnaître le bien-fondé de certaines des interprétations données par Mme Cukierman, nous en tirons la même conclusion, à savoir qu'il est nécessaire de ne pas adopter cet article 2, mais en vérité, nos motivations sont substantiellement différentes. Vous jugez que cet article 2 est excessif, nous le trouvons insuffisant. Merci, mon cher collègue. La parole à Monsieur Café pour explication de vote. Merci, Monsieur le Président. Je crois qu'avec cet article 2, nous sommes au nœud des sujets et peut-être au nœud de cette réforme. Alors, que nous est-il proposé? De supprimer cet amendement. Permettez. Bon. On nous propose de supprimer, non, oui, pas cet amendement, cet article 2, bon, qui est un article particulièrement important. Qui propose de supprimer cet amendement? Le groupe UMP, Madame Lienemann et le groupe écologiste Les Verts. J'ai écouté attentivement l'argumentation du groupe écologiste Les Verts. J'avoue que je n'ai pas compris quelle était la raison qui les poussait à demander la suppression. J'ai écouté attentivement le groupe UMP et j'ai compris. Car M. Philippe Bas vient de nous dire que cet article 2 est beaucoup plus protecteur que la loi de 2003 et que la réforme de 2003. Car que disait la réforme de 2003? Je ne vais pas paraphraser M. Bas, mais la réforme de 2003 obligeait à maintenir un rapport constant entre la durée d'assurance pour avoir une retraite à taux plein et la durée de retraite. Qu'est-ce que ça voulait dire? Et d'ailleurs, cette réforme a été mise en place. Et c'est comme ça que nous avons eu, en fait, une augmentation de la durée de cotisation. Mais M. Bas vient de nous vendre la mèche, en quelque sorte. Il nous dit « Ah, mais c'est trop limitatif, votre réforme. Vous vous arrêtez à 43 ans. » Bon, et c'est la génération de 73 on s'arrêtera à 43 ans. Effectivement, si on suit M. Bas et si on suit la loi de 2003 à laquelle il se réfère, eh bien, effectivement, ce mécanisme continuerait génération après génération. Et les calculs que tout le monde connaît d'ailleurs aboutiraient à ce que la génération née en 1989 aurait 44 ans de cotisation pour avoir sa retraite à taux plein. C'est la raison pour laquelle je soutiens cette mesure, qui est une mesure qui va beaucoup moins loin que la réforme de 2003.
et qui dit « inscrivons ceci dans la loi ». Car la réforme de 2003 donnait au gouvernement le pouvoir de décréter, c'est-à-dire de faire un décret, dès qu'une génération atteignait 58 ans, pour savoir quelle allait être sa durée de cotisation. Et comme je le disais, petit à petit, génération après génération, on aurait pu arriver à 44, 45, et pourquoi pas 46 ans, et pourquoi pas 50 ans de cotisation. Cette réforme, et ce qui est inscrit dans la loi, est très clair et consiste à dire nous nous arrêtons à 43 ans. Et si on veut aller au-delà de 43 ans, eh bien, il faudra repasser par la loi, c'est-à-dire repasser devant le Parlement. Reconnaissez, chers collègues, que c'est un progrès par rapport à la loi de 2003. Alors, mais oui, Madame Cukierman, regardez la loi de 2003. C'est un progrès par rapport à la loi de 2003. Alors, cela dit, je ne veux pas continuer sur les arguties, mais regardons la réalité en face. La réforme de 2010 a échoué. Nous sommes tous d'accord pour tirer ce constat. Et les projections à l'heure actuelle du corps, pronostiquent un déficit de l'ordre de 20 milliards en 2020 de l'ensemble de régimes. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Je suis de ceux qui regrettent que, malheureusement, compte tenu, si vous voulez, des dispositions juridiques en vigueur dans ce pays, nous ne pouvons pas discuter de l'ensemble des mesures de cette réforme. La durée de cotisation relève du complémentaire. La fiscalisation de la majoration des pensions relève du PLF. Et ce qui relève en fait de ce projet de loi, c'est principalement la durée de cotisation. J'ai l'intime conviction que si toutes ces dispositions avaient été dans la loi, les mêmes amendements, signés par les mêmes signataires, auraient abouti à ce que, cette réforme aurait été mise en pièces et que une majorité aurait essayé de se dégager pour ne créer aucune recette pour les régimes de retraite. Et à ce moment-là, nous sommes devant un choix. Que faisons-nous? On laisse filer les déficits? On transfère les déficits à la CADES? On reporte la charge des déficits et de la dette sur les générations futures? Que l'ai-je entendu hier? Des propos très forts, extrêmement émouvants. Il était question de pacte national autour des retraites. Il était question de solidarité intergénérationnelle. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui reste de ça avec ces amendements? Rien. C'est-à-dire le refus de regarder la situation en face, de reporter la charge sur les générations futures, parce que c'est ça que signifie en fait l'ensemble, le refus de ces recettes, et personnellement je m'y refuse. Et quant à ma chère collègue Marie-Noëlle Lienemann, j'aurais aimé discuter de ce que vous argumentez dans votre amendement comme objet, c'est-à-dire l'incertitude sur les années à venir. Mais il me semble que, vos propos, j'en termine, Monsieur le Président, ont dépassé ce cadre, mais je voulais vous dire que ce que j'ai entendu de votre explication de vote, je vous en remercie, il n'est jamais trop tard pour se réclamer du Président de la République. Merci. La parole pour explication de vote à Monsieur Vatrin. Oui, sans surprise, le groupe CRC votera en faveur de la suppression. Cela est tout à fait logique au regard de nos interventions précédentes dans lesquelles nous avions souligné et défendu l'injustice de ces nouvelles mesures d'augmentation de la durée de cotisation. Il ne peut en effet y avoir de justice dans cette logique-là, en particulier pour les jeunes que vous vous apprêtez, que vous le vouliez ou non, à faire travailler au moins jusqu'à 66 ans. Une logique au demeurant inefficace sur tous les plans, et les expériences, y compris sur le plan économique, les expériences passées l'ont suffisamment montré. Alors, nous avions prévu de substituer cet article par une autre mesure plus juste et plus efficace pour les comptes sociaux
à savoir l'instauration d'une modulation de cotisations sociales en fonction de la politique salariale de l'entreprise. Je ne pourrais pas développer ce point, mais je tiens quand même à souligner que d'autres solutions sont possibles pour aller chercher les 20 milliards dont vous venez de parler, chers collègues, sans faire peser la charge sur les générations jeunes. Et je crois que vous n'entendez pas ce que nous disons. En effet, à l'image de ce que nous proposions dans notre amendement, il est possible de faire tout à fait autrement. Je vous invite à regarder l'évolution des cotisations sociales patronales depuis le début des années 80. Personne ne peut démentir le fait qu'elles n'ont cessé de décroître, alors que la part de richesse créée dans l'entreprise, destinée à la rémunération du capital, n'a, elle, jamais cessé d'augmenter. Eh bien, cet article, ce recul de société que vous nous proposez, n'est donc qu'une conséquence du refus de prendre les mesures nécessaires pour une plus juste répartition des richesses créées par les salariés. Je crois aussi qu'il faut vous interroger sur l'efficacité de nos politiques publiques. En 2010, la France a consacré près de 20 milliards d'euros, soit plus de 1,2% de son PIB, à financer des mesures d'exonération de cotisations sociales patronales sur les bas salaires, au point que cette mesure à elle seule, présentée comme étant de nature à favoriser l'emploi, est le poste le plus important de toutes les politiques d'emploi menées dans notre pays, avec les résultats que vous savez qui ont été constatés par la Cour des comptes. Et pour des résultats qui font que ces exonérations agissent aussi comme des trappes à bas salaire qui font que c'est encore moins de cotisations qui rentrent dans les caisses de retraite. Et donc, j'ajouterais que ces exonérations massives participent à faire également pression sur le niveau des salaires. Mais comme les cotisations sociales sont également assises sur ces salaires, eh bien on peut dire que la sécurité sociale est une deuxième fois perdante. Tout cela nous conduit à dire que si la volonté du gouvernement est de trouver 5 milliards d'euros plutôt que d'opter pour une mesure injuste qui frappe exclusivement les salariés, notamment les plus fragiles d'entre eux, il pourrait, s'il le souhaitait réellement, prendre une mesure efficace d'un point de vue économique, pertinente en matière de politique d'emploi et juste socialement. Cette mesure se pourrait être l'instauration d'une modulation des cotisations sociales acquittées par les entreprises, de telle sorte que les entreprises qui favorisent l'emploi et la formation aient une réduction du taux de cotisation, et qu'à l'inverse, celles qui favorisent la rémunération du capital au détriment d'une politique salariale juste se verraient appliquer, elles, des cotisations salariales plus importantes. En un mot, des cotisations sociales intelligentes, mais vous n'écoutez pas, et vous n'avez pas écouté, je crois, depuis le temps que nous vous indiquons cette solution, une politique intelligente pour réorienter l'argent vers l'économie réelle plutôt que vers la finance. Mes chers collègues, nous voterons donc cet amendement de suppression, mais n'en déduisez pas, ne nous faites pas dire que nous sommes pour le statu quo. Nous l'avons déjà dit, le problème du financement des retraites, c'est d'abord un choix de société où on fait payer le travail, c'est-à-dire les salariés actifs et retraités, où on fait payer le capital. Et pour notre part, nous faisons le choix de mettre à contribution les revenus financiers des entreprises au même niveau que les salaires. C'est pourquoi, tout en regrettant de ne pas pouvoir développer nos propositions alternatives, mais de toute façon, vous n'écoutez pas, le groupe CRC votera cet amendement de suppression. Merci, Monsieur Vatrin. La parole à Monsieur Daumézil pour explication de vote. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je suis intervenu tout à l'heure pour donner la position dans l'article sur la position du groupe socialiste. Mais, comme le permet le règlement, je viens vous donner
une explication de vote pour ce qui me concerne. Et je tiens à le dire, j'assume, mais j'assume vraiment de voter contre cet amendement de suppression, c'est-à-dire pour maintenir l'allongement de la durée de cotisation. Je ne pense pas, j'assume, et je ne pense pas qu'on puisse me taxer comme n'étant pas un homme de gauche. Je suis un homme de gauche. Et personne ne pourra le contester. Je le suis parce que là où j'ai grandi, et la famille dans laquelle j'étais, et tout ce que j'ai vu, les grèves, les grands moments, eh bien, m'ont amené à choisir très jeune de militer à la ICFIO et d'être un homme de gauche. Mais est-ce que être un homme de gauche, ça signifie qu'il faut laisser aller à volo lorsqu'il y a une difficulté? Eh bien non. Moi, je suis pour se donner tous les moyens pour atteindre l'équilibre des régimes de retraite, non pas dans notre intérêt, mais dans l'intérêt des jeunes. Dans l'intérêt des jeunes. Et c'est la raison pour laquelle je voterai contre cet amendement de suppression. Et au passage, je voudrais dire à ceux ou à celles qui ont dit que c'est la première fois qu'un gouvernement de gauche propose une telle mesure. Eh bien, permettez-moi de dire tout simplement que parmi les moyens qu'il y a, il y a l'allongement de la durée de la cotisation ou le départ à la retraite repoussé. C'est presque la même chose. Mais c'est presque la même chose, avec des différences quand même. Et je l'expliquais dans la discussion générale. Eh bien, figurez-vous que, et je le dis, et je le répète, ce que j'ai dit à la discussion générale, en 1945, l'âge de la retraite est passé de 60 à 65 ans. Et ceux qui en avaient la responsabilité, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'Alexandre Parodi était un homme qui n'était pas de gauche, et on ne peut pas dire qu'Ambroise Croizat n'était pas un homme de gauche. Et pourtant, ils ont fait passer, parce qu'il y avait l'intérêt, il y avait un intérêt pour le maintien du régime par répartition, de faire passer l'âge de départ à la retraite de 60 à 65 ans. Je voulais quand même apporter cette précision historique, puisque de temps en temps, ça m'arrive de faire ces rappels. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. La parole à Monsieur Laurent pour explication de vote. Je voudrais à mon tour dire pourquoi notre groupe va voter cet amendement de suppression avec des arguments qui sont convergents avec ceux exposés par Marie-Noëlle Lienemann et Corinne Bouchoux. Je mets de côté d'emblée l'argumentaire avancé par la droite, parce qu'on assiste depuis le début de ce débat à un grand numéro d'hypocrisie de la droite, qui depuis 1993, avec Balladur, a entrepris de faire reculer systématiquement le droit à la retraite, qui ne poursuit que ce seul objectif, et qui, une fois encore d'ailleurs dans ce débat, argumente par exemple pour la suppression de cet article, mais pour proposer, si on lui en donnait le pouvoir, de faire bien pire encore, de reculer l'âge légal et pourquoi pas en même temps le recul de l'allongement, le recul de la durée de cotisation, parce que vous êtes capable de faire les deux ensemble et vous l'avez déjà montré. Donc nous n'avons pas le choix entre l'un ou l'autre. Si on vous laissait les manettes, vous feriez les deux ensemble, comme vous l'avez d'ailleurs déjà fait depuis un moment, et comme vous le prônez dans l'Europe entière avec les forces de droite qui visent tout ensemble à nous amener à un âge légal de départ à la retraite à 67 ans dans l'Europe entière, puisque c'est la norme qui a été fixée et que vous appuyez sans cesse au plan européen
pour la France comme pour les autres pays. Donc il n'est évidemment pas question que nous rejoignions un seul de vos arguments sur ce point. Maintenant, je veux dire une chose, et encore un mot là-dessus. L'argument sur le dynamisme des entreprises qui justifierait l'allongement de la durée de cotisation sociale, vous ne nous avez toujours pas expliqué pourquoi, après des décennies d'allongement de cotisation sociale, le chômage ne fait que grandir, ce qui mériterait quand même une petite réponse. Alors maintenant, sur les autres arguments, Monsieur Caffé, vous nous dites ça va aller beaucoup mieux qu'en 2003, mais vous pouvez retourner les choses dans tous les sens. La question, elle est simple, et les salariés la comprennent très bien. Est-ce qu'ils partiront avec cette réforme plus tôt ou au même âge ou plus tard qu'avec la réforme Sarkozy de 2010 ? Eh bien, la très grande majorité partiront plus tard avec des pensions dégradées. Donc vous pouvez retourner le problème dans tous les sens. Les salariés font leur contre et ils l'ont très bien compris. Et c'est pour ça que malheureusement, parce que je ne m'en réjouis pas, la popularité du gouvernement est si basse en ce moment chez ceux qui ont élu ce gouvernement. Donc nous ne pouvons pas accepter cette logique qui va faire une nouvelle fois reculer. L'allongement de la durée de vie n'est pas un argument qui tient la route, et nous l'avions déjà démontré quand nous discutions face à la droite en 2010, parce qu'à force de dégrader les conditions de départ à la retraite, eh bien, à un moment donné, on dégradera aussi l'espérance de vie, comme on commence à le voir d'ailleurs dans certains pays d'Europe, où l'espérance de vie se dégrade avec le développement de la crise sociale, du chômage, de la précarité et la dégradation du droit à la retraite. Donc l'allongement de la durée de vie n'est pas une donnée éternelle, elle dépend des conditions sociales qu'on crée pour les salariés, et si on la dégrade trop, eh bien on aura aussi la dégradation de ce point de vue. Et la dernière chose que je veux dire, Madame la Ministre, c'est que vous dites réforme de justice. Vous oubliez une chose qui d'ailleurs a été au début, vous avez essayé de le masquer, c'est que ce qui est demandé aux entreprises est intégralement compensé. Donc cette réforme ne coûte rien aux entreprises et l'intégralité de l'addition sera payée par les salariés dans la réforme des retraites et demain par de nouveaux allègements pour les entreprises, notamment en matière d'allocation familiale et d'autres mesures. Donc en vérité, cette réforme, elle est injuste du point de vue des salariés et elle n'est pas équitablement financée et elle n'est pas répartie, puisque ce qui nous est présenté aujourd'hui comme des allongements, comme des augmentations de cotisations des entreprises, ça a été annoncé quelques jours après que Jean-Marc Ayrault ait annoncé la réforme, parce qu'il avait oublié ce petit point quand il a présenté la réforme, c'est que l'intégralité des augmentations de cotisations sont compensées pour les entreprises. Donc en vérité, il n'y a pas de juste financement de cette mesure de surcroît. Et je termine sur un mot, c'est qu'on dit cet article est un article clé. Je dirais qu'en fait, ça a été l'article verrou. Vous aviez la possibilité de réouvrir le débat que la droite avait fermé en 2010. Vous avez utilisé l'allongement de la durée de cotisation comme un article verrou pour empêcher le débat sur les alternatives. Parce qu'effectivement, si on ne met pas cette question-là comme une obligation, alors là, on est obligé de travailler sur des alternatives à cette possibilité. Et les propositions que nous soumettons sur la taxation des revenus financiers des entreprises et beaucoup d'autres comme la modulation de cotisation, eh bien là, on sera obligé de les débattre. Et une fois encore, nous passons à côté de l'occasion d'ouvrir un réel débat sur d'autres pistes de financement que celles qu'on nous resserre à chaque réforme des retraites depuis maintenant 15 ans avec les mêmes résultats, c'est-à-dire qu'à l'arrivée, il y a dégradation du droit à la retraite et il n'y a pas de solution durable au financement des régimes et on repart pour un tour tous les 5 ans, tous les 10 ans, en aggravant sans cesse la situation. Vous aviez l'occasion d'ouvrir le débat sur les alternatives. Eh bien, cet article, dont nous allons voter la suppression, eh bien, cet article a servi comme un verrou pour empêcher le débat sur de véritables alternatives, et c'est bien dommage. Merci, mon cher collègue. La parole à Madame Cohen pour explication de vote.
Oui, moi, dans le débat, je pense que c'est important, effectivement, qu'on s'exprime sur le fait que moi aussi, je vais soutenir la suppression de cet article. Et je veux réintervenir, non pas parce que mes collègues n'ont pas déjà exprimé un certain nombre de choses que je partage, mais parce que j'ai quand même l'impression qu'on est dans un dialogue de sourds. Pourquoi je dis un dialogue de sourds? C'est parce que, effectivement, je ne commenterai pas les raisons qui poussent la droite à demander la suppression de l'article. Pierre Laurent l'a dit. Mais moi, je m'adresserai à la gauche. Quand Madame la rapporteure dit que l'article 2, et ça justifie d'ailleurs le fait qu'elle donne un avis défavorable à sa suppression. Donc, quand elle souligne que l'article 2, c'est plus de justice pour les apprentis, justice pour les jeunes, justice pour les femmes, il y a effectivement des mesures qui sont des pistes intéressantes, mais elles sont complètement contrecarrées par l'allongement du temps de cotisation qui va entraîner chacun et chacune à travailler plus longtemps. Ça fait 2 jours maintenant qu'on en parle. Pour les jeunes générations qui n'ont en moyenne pas plus de 30 trimestres cotisés à l'âge de 30 ans, le départ sera difficilement envisageable avant 66 ans. Ce sont des faits. Beaucoup devront attendre 67 ans, l'âge de la garantie du taux plein, quelle que soit la durée de cotisation, pour pouvoir partir avec une pension complète. Et les financements existent. Donc là, ça a été dit notamment par Pierre Laurent. Donc soit on a des choix qui sont des choix audacieux, des choix courageux, mais qui sont des choix réalistes. Il y a une nouvelle cotisation possible sur les revenus financiers des entreprises. Ça pourrait dégager, en les soumettant à la même hauteur que celle des salariés, 20 milliards d'euros. 20 milliards d'euros, ce qui permettrait de faire face au déficit de la sécurité sociale et renflouer la branche retraite. 20 milliards d'euros, c'est le montant des ristournes fiscales consenties par le gouvernement aux entreprises en 2014, sans condition et au nom de la compétitivité. Ce ne sont pas des allégations, ce sont des faits. Est-ce qu'on a le courage ensemble d'aller prendre l'argent là où il est? 40 milliards, c'est le total de ce que les groupes du CAC 40 prévoient de verser en dividendes à leurs actionnaires en 2014, soit la moitié de leurs profits. Voilà, ça, ce sont des faits. Est-ce qu'on veut aller chercher l'argent là? Ou est-ce qu'on ne veut pas? Visiblement, avec cette réforme, on ne veut pas. Et puis, un rappel, entre 60 et 65 ans, ce sont les meilleures années de retraite et les plus dures années de travail. Est-ce qu'en 2013, on est capable d'envisager la vie différemment, c'est-à-dire de ne pas se tuer au labeur? Ou est-ce qu'on n'est pas capable de le faire et on continue dans les mêmes réformes qui font crever, littéralement, je n'ai pas d'autre mot, les peuples? Tous les peuples en Europe. Alors moi, je veux dire également à M. Café, c'est dommage, il n'est pas là. Ceux qui laissent aller à volo les comptes sociaux, ce sont celles et ceux qui acceptent les 50 milliards d'évasion fiscale et les 180 milliards de cotisations sociales qui manquent au financement de la sécurité sociale. Ce n'est pas le groupe CRC qui est logique avec lui-même, qui fait des propositions alternatives et qui demande simplement à ce qu'on ait le courage d'appliquer d'autres mesures que celles qui étaient pratiquées par la droite. Et c'est ce qui a fait que ça a fait tomber ce gouvernement Sarkozy. Et nous, comme on veut une autre politique, eh bien, on a envie effectivement d'une politique qui rassemble les Françaises et les Français. Et ce n'est pas le chemin qui est entrepris. Et franchement, ça ne nous réjouit pas parce que ce n'est pas de ça dont on a envie pour l'ensemble des Français et des Françaises. Alors, il faut qu'on s'écoute et il faut effectivement qu'on essaye d'aller dans les débats et pas qu'on les caricature. Merci, ma chère collègue. Je passe la parole à Monsieur Roche pour explication de vote. Oui, je voudrais faire une constatation et puis faire une explication de vote. La constatation est la suivante. C'est que vous savez tous, bien sûr, que pour arranger les déficits de la caisse de retraite, il y a deux façons, augmenter les cotisations ou la durée de travail. L'ancien gouvernement avait augmenté la durée de travail en reportant l'âge de la retraite. Pendant la campagne de M. Hollande, on n'a surtout pas ça. Et puis, quelques mois après, on augmente le nombre de trimestres de cotisation, ce qui revient à peu près au même. Et qu'voulez-vous, les gens qui ont voté pour, qui ont fait confiance et qui ont espéré dans ce qu'on leur avait promis et qui maintenant se trouvent là, ils ont l'impression que le jour où ils ont voté, ils ont été au marché de dupes. Et ceci explique peut-être cela. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que nous, au groupe, on l'a dit ce matin, et on a fait voter cet amendement, c'est que nous sommes pour un régime unique et par points. Et avec ce qu'on a voté cet après-midi.
Et pour nous, cet article qui a été voté, c'est quelque chose de très important dans notre Assemblée, dans notre hémicycle, parce que c'est un changement d'orientation complet à la proposition de loi qui est faite. Et maintenant, voter sur un allongement du nombre de trimestres et tout, ça voudrait dire que ce qui s'est passé cet après-midi, c'était, avec le vote de cet amendement, était anecdotique. Ce n'était pas anecdotique, ça a été une orientation vers un régime unique et par points. Donc, il n'y a plus, dans cette orientation, il n'y a plus d'âge légal de la retraite. Et puis, il y a l'avantage, c'est que quand les gens veulent cesser le travail, ils peuvent eux-mêmes décider un peu du destin qu'ils se sont fixés de leur vie, ce qui est pour nous un gros avantage de ce système. Donc, nous voterons, bien sûr, pour les amendements. Merci, mon cher collègue. Je vais mettre aux voix les deux amendements qui restant identiques de suppression. Je suis saisi d'une demande de scrutin public par le groupe écologiste et par le groupe UMP sur les deux amendements 250 et 321 rectifiés qui ont reçu un avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Le scrutin est ouvert. Le scrutin, plus personne ne demande à voter. Le scrutin est clos. J'invite les secrétaires à procéder au dépouillement de ce scrutin. Résultat du scrutin numéro 34 sur les amendements numéro 250 et 321 rectifiés. Nombre de votants 347. Nombre de suffrages exprimés 347. Pour l'adoption 205. Contre l'adoption 142.
Le Sénat a adopté les amendements et l'article 2 est supprimé.